Bonjour à toutes et à tous, je me présente Tristan Miraud, je suis professeur de médecine vasculaire à l'université Paris-Cité et je coordonne le centre de référence maladies artérielles rares à l'hôpital européen Georges Pompidou au sein de la filière FAV-Multi. Je remercie la filière FAI2R de son invitation pour cette webconférence sur le traitement de l'artérite de Takayasu. Voici mes potentiels conflits d'intérêts. Alors, traiter l'artérite de Takayasu, c'est savoir finalement ce que l'on cible en termes de bénéfices liés au traitement. J'ai repris ici des données de suivi d'une cohorte coréenne avec 1438 patients ou patientes atteints d'artérite de Takayasu et les données de la cohorte française avec 318 patients suivis. Vous voyez que le taux de mortalité est autour de 4 à 5%. Et que ce qui vient en premier lieu sont quand même les atteintes ischémiques liées aux atteintes artérielles, avec l'atteinte cardiaque, l'AVC, qui peut être secondaire aussi à l'hypertension artérielle sous-traitée, mais également on voit les atteintes infectieuses, probablement en lien avec les thérapies utilisées immunosuppresseurs. Donc l'objectif, c'est de diminuer cette mortalité dans l'artérite de Takayasu, la morbidité liée notamment aux complications engendrées par les atteintes artérielles, notamment l'hypertension artérielle, et puis lever les signes d'ischémie menaçante, notamment coronaire et rénale, et enfin réduire le risque infectieux des traitements utilisés. Donc dans l'atteinte coronaire, les coronaires en tant que tels sont rarement atteintes, mais en revanche, on voit qu'il y a un épaississement de l'aorte ascendante, ici au niveau du sinus de Valsalva, qui va du coup englober l'ostia ici de cette coronaire droite et entraîner donc un rétrécissement ostial qui peut être symptomatique à type d'angor, voire même engendrer un syndrome coronarien aigu. Ces lésions peuvent être traitées assez facilement par la pose d'un stent. Au niveau rénal, on peut aussi avoir une atteinte avec une sténose ici de l'artère rénale droite, pareil, par l'engainement en fait de ces artères rénales au niveau des ostias par l'inflammation de la paroi artérielle aortique. Et cette hypertension artérielle rénovasculaire peut être difficilement contrôlée par les traitements et nécessiter du coup l'implantation d'un stent pour lever la sténose et réduire l'hyperaldostéronisme secondaire à cette hypertension artérielle. Vous voyez ici cette patiente qui avait une hypertension artérielle résistante, donc traitée par plus de 3 traitements et qui, après angioplastie stenting, n'avait plus besoin que d'un seul antihypertenseur pour contrôler son hypertension. Alors ces interventions, on l'a montré avec l'équipe de la Pitié et David Sadoun, c'est que le risque de complications des gestes interventionnels, que ce soit endovasculaires ou chirurgicaux, sont très dépendants de la présence d'un syndrome inflammatoire biologique au moment de la réalisation de ces gestes. Vous voyez qu'à chaque fois que la vitesse de cimentation, la CRP ou le fibrinogène était élevée, eh bien, on avait plus de complications chez les patients traités. Ce surrisque est quand même évalué en multivarié à 7 en présence d'un syndrome inflammatoire biologique. Donc, le message important, c'est vraiment de contrôler l'inflammation avant d'envisager des gestes de revascularisation. Alors, comment contrôler cette inflammation? Vous avez un protocole national de soins qui avait été publié en 2020 de l'artérite de Takayasu, conjointement entre les filières FAI2R et FAVA-Multi. La première ligne de traitement est la corticothérapie, généralement à 1 mg/kg dans l'artérite de Takayasu du fait de l'atteinte aortique, qui peut être associée à un immunosuppresseur d'emblée ou pas. Et pour des formes menaçantes, notamment coronariennes, on peut d'emblée introduire une biothérapie. Ce qui compte, c'est l'inflammation de la maladie, le caractère actif ou non de la maladie, pour augmenter, intensifier le traitement. Dès lors qu'on a une évaluation à 3 et 6 mois qui montre l'absence d'inflammation et l'absence de nouvelles lésions artérielles, eh bien on considère que la maladie est contrôlée, quiescente, et donc on poursuit le traitement pour au moins 48 mois
sans aucun signe d'activité de la maladie. Si en revanche on observe une corticodépendance ou une résistance, c'est-à-dire la réactivation de la maladie au moment où on veut baisser ou sevrer la corticothérapie, eh bien à ce moment-là, on va y adjoindre un immunosuppresseur à cette corticothérapie, ou si on est d'emblée en association cortico-immunosuppresseur, introduire une biothérapie. Et actuellement, la biothérapie qui a une recommandation temporaire d'utilisation est l'infliximab dans l'artérite de Takayasu. Du coup, si on est dans le schéma un peu vert ici, donc prednisone plus immunosuppresseur et qu'on a toujours une maladie active, eh bien à ce moment-là, on introduira une biothérapie. Si en revanche, on a déjà une biothérapie en place, on pourra changer de biothérapie. On verra les options thérapeutiques alors. Dans les recommandations de l'EULAR, on a à peu près la même stratégie thérapeutique. Et vous voyez que dans les biothérapies, on a les anti-TNF, donc je vous parlais de l'infliximab, mais également des anti-récepteurs de l'IL-6, le tocilizumab. Alors le tocilizumab, ou anti-récepteur de l'interleukine 6, a fait l'objet d'une étude randomisée ouverte contre placebo, enfin d'abord en double aveugle, excusez-moi, puis en ouvert pour la prolongation de traitement par les Japonais. Donc c'était des patients avec une rechute de l'artère de Takayasu sous corticothérapie seule, qui donc étaient exclus s'ils avaient une biothérapie ou un immunosuppresseur. Et à ce moment-là, la corticothérapie était doublée et les patients randomisés pour recevoir 162 mg par semaine de tocilizumab en sous-cutané ou le placebo. 18 patients ont été randomisés dans chaque bras. Vous voyez ici les caractéristiques, hein, comme on le disait, 90% de femmes, l'âge environ 30 ans, et la dose de corticothérapie était donc doublée, et donc vous voyez que pour les 3/4 d'entre elles, la corticothérapie restait quand même en dessous de 0,6 mg/kg. Cet essai est négatif, il est arrêté, en fait, c'était prévu après 19 événements à type de rechute. Donc, pour considérer une rechute, il fallait avoir deux de ces 5 critères, donc des symptômes systémiques objectifs, des symptômes systémiques subjectifs, des signes vasculaires, des symptômes d'ischémie vasculaire ou une inflammation biologique. Et vous voyez qu'il y a eu donc 8 patients qui ont rechuté sur 18 dans le groupe tocilizumab versus 11 sur 18 dans le groupe placebo. Cette différence n'est pas significative, même si vous voyez qu'évidemment il y a un peu de réduction du nombre de rechutes dans le groupe tocilizumab. Selon la définition de ces rechutes par le protocole, après si on prend le score NIH ou CARE, on voit qu'on était sur les mêmes effectifs de rechute. En revanche, il y avait des problèmes d'attribution de traitement, et donc si on compare les patients qui ont bien reçu le traitement, vous voyez qu'il y avait 16 rechutes sur 16 versus 11 sur 17 dans le groupe placebo, et là, cette fois, on atteint la significativité. Dans un travail rétrospectif mené par Arsène Méquignan de l'hôpital Saint-Antoine, collaboratif en France, ces biothérapies ont fait l'objet d'un suivi rétrospectif pour voir si on avait des rechutes ou des arrêts de traitement liés soit à la rémission, soit à l'intolérance. Donc vous voyez qu'à 2 ans, en fait, il y a quand même 25% de patients considérés en rechute, que ce soit sous tocilizumab en trait pointillé ou anti-TNF alpha en trait plein. Et le taux d'arrêt du traitement était également de 30% au niveau des 2 traitements, hein, que ce soit donc le tocilizumab ou les anti-TNF. Il y a actuellement donc une étude randomisée en cours que je coordonne, qui s'appelle l'essai INTURETAC, qui s'adresse aux patients, aux patientes avec artérite de Takayasu réfractaires ou en rechute sous corticothérapie et immunosuppresseur. Ces patients sont à ce moment-là randomisés entre l'infliximab à 5 mg par kilo ou le tocilizumab à 8 mg par kilo. Et l'objectif, en fait, c'est de montrer que, quel que soit le traitement, finalement, on arrive à obtenir une rémission de la maladie à 3 mois, et surtout de maintenir cette rémission
entre 3 et 6 mois avec une corticothérapie inférieure à 0,1 mg par kilo et donc de faire de l'épargne cortisonique ainsi. Les patients sont évalués évidemment à l'instauration des traitements témoignant de l'activité de la maladie, puis à 3 et à 6 mois et avec une dernière visite de suivi à 12 mois. D'autres thérapeutiques ont été essayées, notamment des immunoglobulines visant CTLA4, c'est la Batacept au Canada et aux États-Unis. Vous voyez qu'en fait, en termes de rechute entre le placebo en trait pointillé ou la Batacept en trait plein, il n'y avait pas de différence significative avec quand même 70% de rechute à 12 mois, ce qui paraît important, mais quand on regarde en fait évidemment les caractérisations de ces rechutes, eh bien, on voit qu'il y a aussi beaucoup de symptômes plus que de lésions, des arthralgies, des malaises, éventuellement des céphalées, de la claudication de membres. Or, on sait que ces symptômes d'effort à l'ischémie, en regard des sténoses artérielles d'amont, peuvent se majorer, par exemple, lorsqu'on équilibre la pression artérielle et ne pas forcément être en lien avec une progression des sténoses, à la différence en revanche des nouvelles sténoses vasculaires, comme c'est mentionné ici pour le patient 2, ou ici sur le patient 6, qui là effectivement témoigne réellement d'une progression de la maladie. Donc c'est un des écueils, une des difficultés dans l'artérite de Takayasu, c'est de vraiment considérer les rechutes sur des progressions des lésions artérielles de la maladie. Une autre classe qui est prometteuse, c'est les JAK inhibiteurs. Donc, ici, donc un case report au Japon, publié en 2019, avec une patiente qui avait une atteinte de type maladie inflammatoire du tube digestif, maladie de Crohn, associée à une inflammation ici de l'aorte dans le cadre de son artérite de Takayasu. Vous voyez les différents traitements TNF-alpha, l'adalimumab, puis anti-récepteur de DL6, tocilizumab, la corticothérapie qui est toujours à 10 mg par jour, toujours des symptômes, et le tofacitinib donc, a été introduit notamment du fait de ces atteintes digestives de la maladie de Crohn, avec un succès manifestement en termes de rémission à la fois sur le Crohn, mais également sur l'atteinte des troncs supraortiques et de l'aorte en termes d'inflammation. L'équipe de la Pitié-Salpêtrière a également rapporté une étude à la fois plus fondamentale sur les pathways impliqués dans l'inflammation dans l'artérite de Takayasu, où la voie de JAK-STAT était impliquée, et la réponse de deux patientes et un patient traités par inhibiteur de JAK, donc le baricitinib ou le ruxolitinib, avec à la fois une réponse sur l'activité, score NIH, et sur l'inflammation, avec une diminution de l'inflammation. En conclusion, dans le traitement de l'artérite de Takayasu, on voit que les objectifs sont de réduire la mortalité, les complications en lien avec les sténoses et les signes fonctionnels dans la mesure du possible, que l'imagerie a une place importante à la fois pour témoigner de l'activité de la maladie, témoigner de progression des lésions artérielles, et que, en termes de stratégie thérapeutique, la corticothérapie est le socle du traitement de l'artérite de Takayasu, et qu'on vise à ne pas maintenir cette corticothérapie au long cours et faire de l'épargne cortisonique avec des immunosuppresseurs, par exemple le méthotrexate, l'azatioprine ou le purinétol, et des biothérapies. Je vous rappelle la recommandation temporaire d'utilisation de l'infliximab, l'essai clinique en cours avec infliximab versus tocilizumab, qui est l'autre alternative, donc les inhibiteurs des récepteurs de l'interleukine 6, et enfin des quatrième lignes de traitement à évaluer, que sont les anti-L23, les JAK inhibiteurs. Il faut toujours s'astreindre à contrôler l'hypertension artérielle, qui peut être sous-estimée par les sténoses subclavières en prenant simplement la mesure des pressions brachiales, et donc il faut s'astreindre à faire une mesure également au niveau des chevilles et à contrôler cette pression artérielle, quitte à réaliser des gestes de revascularisation de sténose d'artère rénale pour des HTA rénovasculaires. Je vous remercie de votre attention.